Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo en à peine plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question de romance et de science-fiction car on s'intéresse à Jun Miyazaki, autrice entre autres de Kowloon Generic Romance et de Après la pluie. Avec ces deux histoires, il est impossible de ne pas se laisser porter par la magie de ses planches et le mystère de ses aventures qui nous happent sans commune mesure. Virtuosité, moiteur, amour et mystère, c'est ce que l'on vous propose dans cette émission. Alors venez avec moi à Tempo, le nom des bureaux parisiens des éditions Kana pour une heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Bender et j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec nos invités, Caroline Ségara, Julie et Timothée Guédon. Oui, j'ai trouvé ça charmant. Elle ose bousculer ses lecteurs et aller sur des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser. C'est des femmes qui ont transfiguré la réalité avec une patte graphique forte. Donc on a tous les éléments pour nous décrire vraiment l'ambiance dans laquelle tous ces protagonistes évoluent. Pour nous éclairer aujourd'hui, Caroline Ségara, journaliste, chroniqueuse et animatrice spécialisée dans la pop culture japonaise, qu'on retrouve notamment aux manettes du programme Le Cri du Mochi ou dans les émissions BL Café et Manga Sur. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Merci de participer à cette émission. À l'origine, est-ce que tu as eu un coup de foudre pour le travail de Jun Miyazaki ou est-ce que c'est venu sur la longueur ? Alors on va dire que le coup de foudre est venu d'une manière totalement inopinée sur le fameux one-shot, l'anthologie qui m'a vraiment retournée. Elle m'a vraiment retournée parce que j'étais impressionnée par les thématiques abordées sur ce one-shot, sachant qu'elles n'avaient pas été faites il y a 2 mois. Donc j'étais très étonnée car c'était très actuel, donc peut-être avant-gardiste pour l'époque, mais il y a quand même toute une poésie, toute une douceur dans son travail de manière globale qui est particulièrement charmante. Et on va reparler de tout ça. Également avec nous sur cette émission, Julie du podcast audio de débat autour du manga La 5e de couve. Salut Julie. Salut Maxime. Merci d'être avec nous. En ce qui te concerne, toi, c'est plutôt un amour inconditionnel pour le travail de Jun Miyazaki ? Moi, j'ai eu le premier coup de foudre dès la première page de Après la pluie. Enfin, je pense que c'est même en regardant la couverture, j'étais déjà conquise. Et effectivement, comme vient de dire Caroline, toutes les thématiques qui sont abordées dans ces œuvres, elles sont magnifiques, vraiment magnifiques. Également avec nous pour cette émission, Timothée Guédon, responsable éditorial aux éditions Kana et donc responsable notamment des mangas Après la pluie ou Kowloon Generic Romance. Tu nous diras dans un instant comment vous avez approché cette œuvre professionnellement parlant, Timothée. Bonjour. C'est toujours un plaisir pour toi de lire ces mangas même quand tu travailles dessus ? Bonjour, mais oui, moi j'adore Jun Miyazaki. C'est le coup de cœur, ça a vraiment été Kowloon Generic Romance. Ça a été la grosse claque. J'avais déjà énormément apprécié Après la pluie, mais c'est vraiment là sur sa dernière série où elle m'a retourné le cerveau. Justement, au début de cet automne sortait le tome 9 de Kowloon Generic Romance, et voici ce qu'on pouvait lire à l'époque de la sortie du tome 1 en C4. Il y avait écrit « Passé, présent et futur se confondent dans le labyrinthe des rues du quartier malfamé de la citadelle de Kowloon, où vivent des personnages nostalgiques. Une romance idéale dépeignant brillamment les relations et les désirs secrets de 2 trentenaires dont le quotidien est teinté d'extraordinaire. » Timothée, c'est une C4, un texte de C4 qui est volontairement flou, un résumé qui en dévoile peu. On soupçonne pas autant le fantastique, voire la science-fiction par exemple. C'est une démarche éditoriale, c'est une démarche de votre part, ou c'était pour se coller à ce qui s'était fait au Japon autour de la sortie du tome 1 de Kowloon ? C'était volontaire de notre part. Parce qu'il y a un gros twist en fin de tome et on voulait pas spoiler les lecteurs, donc on a préféré rester dans le plus flou pour pas prendre le risque de révéler quoi que ce soit. Alors ça peut paraître effectivement un peu trop abscon, un peu trop vague, mais en même temps, il y avait vraiment cette volonté de pas gâcher le plaisir des lecteurs avec un résumé de C4 qui en dévoilerait trop et mettrait tout par terre, quoi. Julie, Caroline, quel était votre premier sentiment à la lecture de cette œuvre, de cette C4 ? Moi, j'ai surtout été effectivement très étonnée à la fin du premier tome, mais il faut savoir qu'il y a un talent phénoménal. À chaque fin de tome, on se dit « Quoi ?
Comment? Ah bon? Mais attendez, donc ça va encore plus loin et c'est vraiment passionnant parce qu'en fait de tome en tome, on a encore des révélations sur effectivement tous ces mystères qui sont posés dès le premier volume et c'est fascinant parce que c'est pas un domaine dans lequel je l'imaginais. Écoute, oui, moi je me souviens qu'on avait fait une émission dès la sortie du tome 1, que ça nous avait beaucoup plu, et qu'on s'était justement concerté pour savoir jusqu'où on pouvait dévoiler ou pas l'intrigue. Oui, il y a un plaisir de découverte, de voir les développements inattendus, d'être surpris à chaque page presque, qui fait que oui, c'est un titre où on a envie de toujours connaître la suite, quoi, d'y revenir. Ça nous rend de fou nostalgiques d'ailleurs, c'est incroyable ce titre. Oui. Et puis effectivement, l'ingrédient de la nostalgie est vraiment très présent, mais surtout, c'est ce qui relève le tout, quoi. Et il y a eu un débat en équipe édito pour savoir quoi faire justement pour présenter le titre de la meilleure des manières. Oui, débat. Je remonte un peu effectivement dans le temps. À chaque fois, on discute des titres, de la maquette, de l'accroche, du texte de C4 en amont. C'est pour ça qu'on s'était aussi éloigné un peu de la maquette de la version japonaise d'origine, pensant qu'elle était, selon nous, elle allait trop s'adresser à un public féminin, alors que le titre n'est pas à destination d'un public strictement féminin. Donc on voulait surtout pas donner ce signal-là en restant trop proche de la maquette japonaise. C'est pour ça qu'on est parti sur cette version plus sombre. Et non, et après sur comment présenter le titre, oui, c'était vraiment comment plus mettre en avant l'ambiance qui se dégage de la série, le côté nostalgique effectivement, jouer aussi effectivement sur le Kowloon, ce quartier de Hong Kong qui a disparu, qui était vraiment un truc hallucinant d'après ce qu'on peut voir encore sur les photos sur internet. C'est une espèce de labyrinthe de bâtiments entremêlés où on se demande comment ça tient, comment ça tenait debout. D'une autre époque en plus. Exactement. Donc voilà, c'était un peu ça les discussions et comment régler les choses pour arriver à une maquette convaincante et un résumé, un texte qui donne suffisamment envie sans tout dévoiler. Mais c'est ça, ouais, la difficulté, parce que moi, si tu me donnes en tant que lecteur l'argument voyage dans le temps, tu peux m'acheter tout de suite. Mais du coup, t'es obligé de me dévoiler un petit peu du livre. C'est la même chose pour d'autres mangas à twist. Mais des twists qui arrivent un petit peu plus tôt en général, comme un Promise Neverland par exemple. Et en plus, faut pas oublier que au moment où on travaille sur la maquette, sur le titre, le tome 9 il est pas encore sorti. Donc il y a plein de révélations qu'on n'a pas encore, et donc jusqu'où on va, dans quelle direction on va. Est-ce qu'on veut l'orienter vers un titre SF alors que c'est peut-être pas cette direction-là qui va prendre complètement. Enfin voilà. Donc c'est aussi une espèce de prudence liée au fait au niveau de connaissance qu'on a sur la série au moment où on travaille dessus. Il n'y a pas de boule de cristal, forcément. On n'est pas dans la tête de l'auteur, on ne sait pas ce que l'auteur va faire 10 tomes plus tard et tiens, il part dans cette direction. Très bien. Enfin, c'est toujours la difficulté, je pense. Justement, voyageons un peu dans le temps. Est-ce qu'en voyant arriver le nouveau manga de Jun Mayuzuki, on était en mai 2021, est-ce que vous attendiez un tel succès critique? Non. Non, bien sûr que si, parce qu'elle a quand même, son style graphique déjà est une carte d'entrée j'allais dire phénoménale, parce qu'on peut pas être déçu par ce niveau de dessin. Et il est, maintenant qu'on a accès à ces travaux plus récents avec l'anthologie, on voit bien qu'il y a une progression aussi qui est tout à fait notable. Et avec Kowloon, on atteint quand même un niveau. C'est tellement beau. C'est très abouti. Voilà, chaque case est vraiment ciselée. Ça a un rendu effectivement qui devient unique, quoi. Et on va quelque peu dévoiler une des clés du tome 1. Vous attendiez aussi à cette ambiance un peu moite, d'une part, et à voir cette sorte de rebondissement fantastique, presque à la Asano. C'est malgré tout de l'ordre de l'inattendu, ce cliffhanger temporel et science-fictionnel. C'est l'Asie du Sud-Est en même temps. Ouais. Il fait chaud, tropical, tout ça, non? Je sais pas.
Oui, j'ai trouvé ça charmant. Il y avait vraiment un côté. Alors, on sent que c'est effectivement un peu humide. C'est décrit constamment. D'ailleurs, on parle du fait que les rues sont moisies, que ça sent pas bon, qu'il fait chaud. Donc, on a tous les éléments pour nous décrire vraiment l'ambiance dans laquelle tous ces protagonistes évoluent. Mais je sais pas, il y avait peut-être que c'est à cause des personnages aussi qu'on suit. Il y a vraiment quelque chose de très charmant qui se développe du coup dans leur relation dans le tome 1. On comprend pas tout de suite comment ni pourquoi, mais on voit ces petits détails et mêlés dans cet univers, finalement, dans ce décor, ça rend très nostalgique. Vraiment, c'est le terme qui est utilisé constamment dans l'histoire, et je trouve que c'est effectivement le plus adéquat, parce que c'est vraiment cette sensation qu'ils vont eux aussi nous provoquer à nous en tant que lecteurs, et je trouve ça très réussi, mais en même temps, est-ce qu'on est surpris par le talent de l'artiste maintenant ? On va en parler dans cette émission. Timothée, comment ça s'est passé l'acquisition des droits de Kowloon Generic Romance? Parce que vous avez publié son œuvre précédente, mais c'était chez un autre éditeur au Japon. Elle a donc, changé de magazine. Ça a été une difficulté supplémentaire ou voilà, ça n'a pas été un problème plus que ça? Ça a été quoi vos arguments? Non, alors ça n'a pas été un problème plus que ça, mais effectivement, c'est toujours plus facile quand on se positionne sur une série d'une autrice qui a déjà été publiée chez le même éditeur. Là, voilà, on passait de la Shogakukan à la Shueisha, mais deux éditeurs avec qui on travaille depuis de nombreuses années dans les deux cas. Ils nous connaissent, ils savent comment on travaille. On a réinsisté sur le fait que chez Kana, on aime avoir une politique d'auteur. Donc, quand on a présenté une série d'un auteur au public français, on a envie de continuer avec les séries suivantes, voire des travaux plus anciens quand l'opportunité se présente. Et je crois que voilà, ça a été entendu et ils nous ont suivis sans difficulté. On reviendra sur Kowloon Generic Romance un peu plus tard dans cette émission. Je vous propose aussi de revenir quelques instants sur sa première série Après la pluie, entre avril 2017 et juin 2019. Donc, aux éditions Kana était publiée la première série de Jun Mayuzuki. Voici le résumé officiel. Akira est une adolescente de 18 ans qui travaille dans un family restaurant après les cours et elle est secrètement amoureuse du gérant de ce restaurant, Masami Kondo, un homme de 45 ans, divorcé, avec un enfant. Il n'est ni beau ni charismatique, c'est juste un homme ordinaire, un peu fatigué. La désillusion au point de mire, conscient de sa situation et de son âge qui avance, Akira, elle, était autrefois l'espoir du club d'athlétisme, mais une blessure à la cheville lui a brisé ses rêves de gloire, et c'est au moment où elle était encore dans le deuil de sa passion sportive qu'elle a rencontré Masami. Il fait preuve de gentillesse à son égard, il n'a évidemment pas mesuré à quel point son geste a été salvateur pour elle, ni à quel point cela a fait naître en elle le sentiment qu'elle porte aujourd'hui. Il est donc question de romance et de différence d'âge dans une histoire d'amour. Ça reste un sujet délicat à aborder, et elle s'en sort assez incroyablement bien. Ah bah pour le coup oui, parce que je pense qu'effectivement que si on pointe tout de suite le curseur sur la différence d'âge, il y a de très grandes chances qu'on se dise oula, enfin je sais pas, d'un point de vue de l'éditeur, on peut se dire qu'il y a des red flags qui commencent à se pointer et à être agités. Mais personnellement, moi c'est vraiment, je pense, mon œuvre préférée de cet auteur, parce qu'il y a cette fraîcheur incroyable de la jeunesse, de la beauté aussi, qui est portée par cette jeunesse, par cette énergie de l'adolescence et des espoirs qu'on porte vis-à-vis du futur, de la vie, et que Akira va pouvoir projeter sur un personnage qui a 45 ans, qui n'est plus du tout, qui de lui-même se pose déjà sur le bord du chemin, quoi. Il est très conscient que lui n'a plus cette énergie-là à apporter au monde. Et je trouve que c'est vraiment là pour le coup, je dirais charmant. Je sais pas, je trouve que elle a un trait qui est élégant en toutes circonstances, mais là il y a une espèce d'énergie, de fraîcheur, et c'est ça qui est très intéressant pour moi dans le parcours on va dire francophone de cet auteur, c'est qu'on a commencé à la connaître sur une image très fraîche, très de presque blouette adolescente, qui n'en est pas une finalement, et au final, maintenant, on aborde des sujets beaucoup plus mûrs, de femmes mûres, ou de femmes qui ont beaucoup plus les mains et les pieds ancrés dans la réalité, je dirais. Donc, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est comme si, pareil, on avait recueilli une auteure presque au sortir de l'adolescence, et qu'on l'avait accompagnée petit à petit sur un chemin de maturité. Ouais, sachant que c'est pas une autrice, une mangaka qui est
prépubliée dans des magazines destinés à un public féminin. Elle est destinée à un public adulte tout court. Ah oui, c'est le Big Comic Spirits, dans lequel elle est, après la pluie, est prépubliée au Japon, dans le même magazine au même moment, enfin où oui, il y a eu quelques chapitres en commun. Il y avait Ushijima. Donc voilà, le grand écart absolu en termes de proposition d'histoire, et c'est voilà, là aussi une difficulté quand on tombe sur ce genre de titre où on se dit là il y a quelque chose qu'on n'a pas encore croisé, mais comment on va le travailler. Et c'est la difficulté, je dirais, de cette autrice, c'est qu'elle arrive avec des propositions qui sortent de l'ordinaire et donc qui nous bousculent et qui cassent nos codes. Et donc comment on va réussir à mettre sa série entre les mains des lecteurs alors qu'on ne peut pas jouer sur les codes habituels. C'est tout le challenge pour nous en tant qu'éditeurs de travailler sur les titres de Jun Mayuzuki. Et à quel point ça vous a touché après la pluie? À quel point ça vous a ému? J'ai envie de dire bêtement énormément. Après, moi, je connais le manga. J'ai pas eu l'occasion de découvrir l'animé, mais j'ai pu voir le film qui a été adapté du manga. Et alors, les acteurs étaient particulièrement bien trouvés. L'émotion était tout aussi intense que dans le manga. Ça a été très raccourci, fatalement, parce que globalement, ils ont essayé de refaire à peu près l'équivalent de toute la série, parce que la conclusion, si mes souvenirs sont exacts, sont à peu près similaires. Et dans tous les cas, peu importe finalement le support sur lequel est réutilisée son histoire, l'émotion est vraiment intense. Même si on n'a pas, quand on le lit nous-mêmes, 18 ans, ni 45 ans, on n'est pas l'un des deux, mais on peut que développer une empathie en fait sur ces personnages et avoir envie de les soutenir et de les aider à avancer. Mais c'est compliqué. Mais vraiment, l'artiste, comme tu le disais tout à l'heure, s'en sort avec brio. Julie, je te vois opiner du chef. Oui, parce que je disais effectivement qu'elle a un talent pour écrire des personnages. Ces adolescentes, elles sont plus vraies que nature. Masami Kondo, il est également crédible. C'est un homme ordinaire, mais c'est pas un salaud. C'est quelqu'un qui essaie de mener sa barque comme il peut. Et je trouve que elle met le doigt aussi. Enfin, tous les personnages secondaires de ces séries sont extrêmement bien décrits, extrêmement construits. Et là, dans Après la pluie, il y a cette petit plus, que moi je trouve essentiel. C'est la façon dont ces personnages principaux, en l'occurrence, sont portés par une passion. Alors elle, ça va être l'athlétisme, et lui, c'est la littérature. Et c'est cette fibre, qui va nourrir leur appétit de vie, d'être curieux, de continuer à faire en sorte que les choses se passent bien, qui pour moi, était vraiment, on sentait une histoire qui était vraiment je sais pas, qui était solide, quoi, qui était, si je peux me permettre, comme un bateau sur lequel tu n'aurais pas peur de faire une traversée parce que tu savais qu'il était bien fait. Ouais, on pouvait pas savoir avant, mais au final, il est très solide. Ce n'est pas le Titanic. Timothée, comment va le bateau de Jun Mayuzuki? Les ventes de manga de Jun Mayuzuki, ça se situe comment? Alors c'est très loin de One Piece. C'est la référence. Le bateau. Voilà. C'est aussi loin de Naruto, j'imagine. Voilà, non, mais on n'est pas du tout dans les eaux des hyper best-sellers. C'est jolie vente, mais qui reste. C'est pas confidentiel parce qu'on n'est plus à ce niveau-là, mais ouais. Je vais revenir à Inyo Asano, au début d'Inyo Asano, avant qu'il n'explose avec le Covid. Avec le Covid, ouais. C'est pas le Covid qui l'a fait exploser, mais la période. Et les succès de Bonne Nuit Poun Poun tel qu'il est aujourd'hui, on est plus au début d'Asano avec Jun Mayuzuki aujourd'hui. Faudra attendre sa troisième œuvre alors. Peut-être, mais en tout cas, on voit que Kowloon Generic Romance démarre plus vite qu'après la pluie. Ouais. Avant de continuer cette émission, je vous propose maintenant de partir en aparté pour en apprendre un peu plus sur cet artiste de talent. Les équipes de l'émission Ittekimasu Kana sont allées à la rencontre de Jun Mayuzuki qui a bien voulu répondre à quelques questions. Et la première d'entre elles, la voici. D'où vous est venue cette volonté de devenir mangaka?
Étant fille unique, je passais beaucoup de temps à lire des mangas et je pense que ça a eu un impact indéniable sur moi. J'avais toujours cette vague envie de devenir mangaka et je savais que je le deviendrais. Est-ce qu'il y a un manga qui a déclenché cette vocation chez vous? C'est le titre « Je ne suis pas un ange » de Ai Yazawa. C'est le premier manga que j'ai lu du premier au dernier chapitre dans des magazines. En dessinant Après la pluie et Kowloon Generic Romance, je pense que je me rappelais cette époque où j'étais comme absorbée par le rythme de l'histoire lorsque je lisais. Sans pour autant copier, je pense que j'ai été comme éduquée par ces œuvres et qu'inconsciemment, le rythme de mes propres titres leur ressemble. Comment est née l'idée de Kowloon Generic Romance? L'idée de Kowloon m'est venue d'abord d'un documentaire qui montrait la citadelle de Kowloon. C'est à ce moment-là que je me suis prise d'intérêt pour cet endroit. Je pense que je devais avoir 10 ou 11 ans à cette époque. Dans ce manga, j'ai aussi mélangé le passé et le présent. Je trouvais que la ville de Kowloon était très nostalgique et que ça collait parfaitement. Finalement, à travers mes mangas, j'essaye de transmettre cet amour au lecteur, même si ce mot est un peu fort. J'espère rendre leur vie un peu meilleure. J'aimerais que mon amour, ou plutôt mes sentiments, puissent parvenir à mes lecteurs à travers mes œuvres. L'influence de Ai Yazawa, sa volonté permanente de trouver un moyen de tenir le lecteur en haleine, cette manière de raconter les histoires, c'est une artiste qui sort de l'ordinaire. En quoi, pour vous, le travail de Jun Mayuzuki ressort du reste du paysage éditorial? Qu'est-ce qui fait, et c'est le cas pour elle, qu'on la reconnaît, qu'on reconnaît son travail? Trait, d'abord. Son trait, je pense, ça doit être le premier point qu'on va évidemment avoir sous les yeux. Mais après, je pense que, comme tu en parlais justement tout à l'heure, c'est en fait cette fraîcheur qu'il y a dans ces personnages. Je la retrouve pas forcément ailleurs. Et pourtant, je lis beaucoup de choses. Je lis vraiment beaucoup de choses. Après, on peut constater, si on remet les choses un peu à leur place, l'évolution qu'il y a eu. Moi, je me prends comme référence évidemment l'anthologie, puisqu'en dehors des 2 autres œuvres supplémentaires, je n'ai pas lu ce qu'elle a pu faire au Japon en dehors. Mais si je me base sur l'anthologie et qu'on enchaîne après sur Après la pluie et là Kowloon, je pense que plus tard, on est sur la Lune. C'est l'étape d'après. Les thématiques, elle ose, dans les auteurs contemporains, elle ose bousculer ses lecteurs et aller sur des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser. Il y a ça, moi, qui me marque. Effectivement, ces personnages féminins sont très identifiables, et masculins aussi. D'ailleurs, un peu les mêmes qu'on retrouve d'une série à l'autre, mais à des âges différents. C'est lui plus jeune, presque. Et sa capacité à cerner la psychologie de ces personnages, que ce soit personnage masculin ou féminin, je la trouve extrêmement juste. Alors ça m'a, je pense, davantage marqué dans Kowloon parce que l'équilibre entre l'importance du personnage masculin et du personnage féminin est plus égal que dans Après la pluie, où voilà, on était très axé sur Akira, enfin plus que sur Kondo, et donc voilà, c'est là où elle m'a bluffé sur l'introduction de Kowloon, comment elle découpe ses planches en s'arrêtant sur des points de détail. Je me suis dit, mais oui, elle sait clairement qu'elle s'adresse à un public masculin et elle a très bien compris comment on fonctionnait, ce qu'on regardait. Et après, ça va être l'inverse. Elle va jouer sur des choses qui seront plus, qui marqueront sans doute davantage une lectrice qu'un lecteur. Et elle joue de tout ça et elle nous embarque. Et c'est là où moi, elle me bluffe, quoi. Ouais, alors moi je vais peut-être pas tout à fait répondre à ta question, mais je trouve que elle s'inscrit en fait dans une lignée
c'est vraiment une héritière de tout un groupe de femmes dessinatrices qu'on connaît en France, qui sont peut-être pas les personnes les plus mises en avant du monde du manga, mais je pense notamment à donc la doyenne, c'est quand même Okazaki Kyoko, avec Helter Skelter notamment, mais il y a tout un tas. Elle cite souvent Ai Yazawa. Exactement, ouais. Tu la ressens, l'influence d'Ai Yazawa dans son travail? Moi, je pensais plus à Kyuta Minami, qui sont en fait des personnes de la même génération, qui sont la génération juste au-dessus. Elles ont une cinquantaine d'années. Okazaki, elle a à peine 59 ans, quelque chose comme ça. Et donc, c'est des femmes qui ont en fait transfiguré la réalité avec une patte graphique forte. Chacune a un style reconnaissable, un découpage, une façon d'habiller ses pages aussi, parce que je pense que la différence pour moi entre Après la pluie et Kowloon, c'est vraiment l'utilisation de l'espace, du blanc. Il y avait une netteté qui était peut-être un peu plus appuyée dans Après la pluie. Les pages étaient très aérées. Et là, à Kowloon, on sait, c'est le labyrinthe, on est enfermé, on sait où on est vraiment oppressé dans toutes ces cases. Et là, je trouve que c'est là où elle tire son épingle du jeu, c'est qu'elle est là pour dire je suis là pour reprendre le flambeau. Et moi, ça me plaît beaucoup. En tout cas, de voir qu'il y a une continuité, parce que elle va façonner effectivement ces personnages. Et moi, j'ai peut-être plus de sensibilité avec les personnages féminins, mais je trouve qu'il y a, oui, elle prend des thématiques fortes, des thématiques auxquelles toutes les femmes ont été confrontées, et elle va façonner leur visage et montrer à quel point parfois elles sont réduites à devoir accepter certaines limites, accepter de renvoyer certaines images et pas forcément de révéler leur vraie nature. Et ça, c'est quand même assez fort. D'autant qu'il y a du temps entre le travail d'Ai Yazawa et le travail de Junma Yozuki. C'est-à-dire, il y a du temps... C'est-à-dire qu'on est sur 2 générations différentes. Oui, tu vois qu'elle a grandi en lisant les mangas de Ai Yazawa et que par la suite... oh bonjour, je suis mangaka. Ouais, et puis c'est surtout chaque œuvre est assez représentative de son époque. Mais quelque part, il y a des œuvres de Ai Yazawa qui sont assez éternelles. J'ai envie de dire, on peut les lire encore maintenant. C'est intemporel. On y est encore. Et ça, c'est assez dingue parce que je suis aussi assez fan de Ai Yazawa et je trouve que le lien entre les deux. Alors, je dis pas qu'elles font pareil parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais effectivement, quand on aime le travail d'Ai Yazawa et qu'on sait pour quelles raisons on l'aime, et ben en fait, quand on lit le travail de Junma Yozuki, on peut reconnecter sur certains points. Vraiment, le travail sur les relations qu'il va y avoir entre les hommes et les femmes, principalement dans les relations amoureuses qui peuvent être très conflictuelles, qui peuvent être même parfois toxiques ou problématiques. Et ben en fait, elle va vraiment aller toucher ces points-là sans se dire, elle va pas avoir peur de les frôler ou d'y aller franchement des fois. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a des choses on n'ose plus les aborder parce qu'on ne peut plus. Et en fait, elle va le faire de la même manière que dans le travail de Ai Yazawa. Il y a plein de points qui ont été soulevés et c'est ce qui fait que le lectorat finalement a été aussi touché et s'est reconnu là-dedans. Et moi, il y a des choses sur lesquelles, avec Junma Yozuki, je me reconnais, même si je vis pas à Kowloon. Voilà. Heureusement peut-être. Heureusement pour moi, a priori. Il faut pas manger les trucs là-bas, paraît-il. Elle a aussi ce talent pour poser les ambiances. Tout de suite, en quelques traits, quelques cases, avec une appétence aussi très particulière pour l'humidité. Aujourd'hui, on est servi. Non, mais entre Après la pluie, effectivement, où la pluie avait une certaine présence. Elle avait un rôle. Elle avait un rôle. Là, dans Kowloon, on a la moiteur. Et puis surtout, ces personnages prennent des douches, prennent des bains. Oui, c'est vrai. Alors que ça doit pas être le plus simple à dessiner en plus. L'eau, la pluie, les corps mouillés. Ça peut être un exercice de style. Peut-être qu'elle adore, mais c'est marrant de retrouver cette notion d'humidité dans son travail. C'est pas pour ajouter une espèce de sensualité innocente un petit peu, parce que je pense que ça joue en fait. Ça va inconsciemment nous créer quelque chose dans notre cerveau, mais sans que ce soit explicite, tu vois. Je pense que ça doit jouer parce que un des ça. Points forts de Junma Yozuki, c'est cette sensualité qui n'est pas sale. Tu vois, après je dis pas que les trucs sales c'est mauvais, j'aime bien aussi les trucs sales, mais avec Junma Yozuki il y a une espèce de raffinement dans la sensualité constamment à travers des gestes et comme tu disais justement tout à l'heure Timothée, à travers parfois des découpages et des cases qui vont montrer que certaines choses, donc ça peut s'appliquer de toutes sortes de manières et je trouve qu'elle maîtrise hyper bien ce jeu. Timothée, on en a un tout petit peu parlé, mais est-ce que tu veux revenir sur cette patte qu'elle a, cette virtuosité graphique, son trait, ses cadrages, son découpage? Oui, c'est encore une fois comment elle
elle dirige le regard du lecteur sur des petites choses. Ça va être, il y a un côté presque fétichiste dans Kowloon à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Que ce soit par rapport à l'héroïne, mais j'ai envie de dire aussi par rapport à la nourriture. Après un tome, généralement j'ai faim, j'ai envie de tester une nouvelle recette. Du poulet au citron, s'il vous plaît. Voilà, Merci. du poulet au citron. Je fais partie de cette team poulet citron. Et oui, ça aussi, c'est peut-être une de ses forces, réussir en travaillant sur le détail à faire que le lecteur, ça y est, il est à Kowloon, il a chaud, il a faim, il a soif, il a envie d'une clope et d'une tranche de pastèque. J'aime bien comment elle crée aussi du mystère. Je me rappelle d'un plan en particulier qui m'avait vraiment beaucoup marqué, et à tel point que justement elle a fait un rappel à ce plan un peu plus tard dans le manga. C'est quand il y a à un moment donné, l'héroïne, en fait, elle achète un accessoire, comme ça je reste un peu vague, et en fait l'achat de cet accessoire va complètement retourner le cerveau du protagoniste masculin, et à ce moment-là, il y a un plan, un visage qu'on ne voit pas. Et en fait, ce qu'on va voir nous, c'est le regard de Reiko, l'héroïne. Et là, on se dit, oh Dieu, mais quel visage il faisait! Et en fait, on va avoir cette réponse beaucoup plus tard dans le manga, et je trouve ce découpage génialissime. Ça qui est bien, c'est que on a les réponses au fur et à mesure. C'est toujours, moi, ma crainte quand je lis des mangas assez mystérieux dans ce genre, c'est est-ce qu'on va vraiment me donner des réponses, ou est-ce qu'on va me balader pendant 10 tomes avant de me donner une réponse? Et là, elles arrivent petit à petit, mais elles arrivent quand même, ces réponses. Ce trait graphique aussi, Timothée, on l'a vu sur une des affiches du festival d'Angoulême en 2022. Est-ce que tu peux revenir sur les coulisses du pourquoi, du comment elle s'est retrouvée à faire une affiche pour le festival international de la bande dessinée d'Angoulême? Comment ça s'est passé? Mais elle était invitée par le festival, et donc généralement les auteurs invités par le festival réalisent une des affiches. Donc il y en a 3, je crois, d'habitude. Et voilà, elle faisait partie des auteurs invités, et malheureusement, avec la situation sanitaire et les règles au Japon qui étaient en vigueur à ce moment-là, elle a pas pu venir sur Angoulême, mais elle a quand même fait cette affiche. Et voilà. Et après, nous, on a rien à dire. On découvre en même temps que les gens du festival le visuel qu'elle propose, et on est ravis parce que en gros, c'est l'héroïne de Kowloon qui est mise en avant. Donc c'est génial. Bon, ce n'est que partie remise, espérons-le. On n'est pas obligé de répondre à cette question. Parlons aussi de ce recueil d'histoires courtes dont il était question dans le début de cette émission. En début d'année, donc il y a eu une autre sortie aux éditions Kana concernant Jun Mayuzuki. Un recueil nommé Sayonara Daisy au Japon. Il est arrivé en librairie en langue française sous le nom de Jun Mayuzuki Anthologie 2007-2017. On y retrouve donc Goodbye Daisy, son premier manga, qui dépeint avec intensité la beauté et l'absurdité des sentiments féminins qui captivaient le milieu du manga, ainsi que d'autres œuvres de ses débuts publiées dans différentes revues. Véritable concentré de génie retraçant son brillant parcours entre histoire d'amour, féminisme, sexualité et quête du bonheur. Jun Mayuzuki vous partage ses réflexions. Ça, c'est votre argumentaire, édition avec Anna Timothée. Quelles sont les histoires de ce recueil qui vous ont le plus marqué? Peut-être celle avec Emily, le personnage transgenre. Qui, en fait, je m'attendais absolument pas à tomber là-dessus. Je pense que c'était la plus grande surprise que j'ai pu avoir. Alors, j'ai pas vérifié l'année de publication, mais avoir des personnages transgenres dans ce genre d'histoire, c'est tellement rare que j'en étais tout simplement déjà enchantée, et j'ai trouvé que le traitement était particulièrement juste, qu'il était particulièrement réaliste, parce que il est là pour dépeindre aussi finalement une certaine réalité. On n'était pas dans un truc particulièrement fictif ou fantasmé. On est face à un personnage masculin qui va pas comprendre ce qui est en train de se passer sous ses yeux, et qui va avoir des réactions peu empathiques, parce que en fait les gens sont comme ça. En fait, il y a encore tout un travail, je pense, dans ce monde d'éducation à faire concernant tout plein de questions de ce genre, et j'ai trouvé qu'elle avait abordé ça très bien, parce qu'on a pu voir justement que ce garçon, il n'était pas méchant sur le fond, et qu'il apprend justement aux côtés d'Emily, et enfin c'est un très 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 beau dénouement, très très beau dénouement.
Oui, mais moi j'étais déçue parce que je pensais que j'aurais la suite. Ah, mais on veut tous un volume complet sur chaque histoire. Voilà, exactement. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé dans ce recueil l'histoire en 2 parties sur cette jeune femme qui se demande, qui fait un petit boulot, qui vivote, qui est pas heureuse avec son copain, mais qui va, essayer d'émoustiller sa vie en ayant sur des relations virtuelles, sur des forums, à dédier. Et en fait, elle va rencontrer une femme beaucoup plus âgée qu'elle. Et elles vont se rendre compte qu'elles ont une espèce de connexion, de voir qu'elles sont cernées par des regards masculins qui les formatent un petit peu et qu'elles aimeraient bien pouvoir sortir de ça. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, pour revenir un peu sur le traitement graphique, j'aime bien cette façon subtile qu'elle a d'adapter son trait aux histoires qu'elle raconte. Et là, la femme un peu plus âgée est quand même a des traits durs. Il y a une espèce de froideur qui s'installe quand même dans cette histoire, alors que on reconnaît son trait. Et il suffit qu'on passe quelques pages et qu'on ouvre une nouvelle histoire pour être à nouveau transporté dans un autre univers avec d'autres codes qui vont être peut-être un peu plus pointus, d'autres un peu plus élastiques, un peu plus souples. Et je trouve que cette adaptabilité, elle est hyper confortable pour les lecteurs que nous sommes. Et elle aborde un nombre de thématiques assez impressionnant. Ouais. Elle laisse rien passer. J'ai essayé d'en lister, mais j'ai même pas réussi à être exhaustif. L'esthétisme, les rapports hommes-femmes, la féminité, la transidentité, la société de consommation, l'aseptisation des nouvelles générations, l'addiction aux réseaux sociaux, l'image déformée de ces réseaux sociaux, la marginalisation. Tu comprends pourquoi c'est compliqué les résumés en C4? Grave. Surtout quand il y a plein d'histoires comme ça, alors c'est festival. Tu lances une roue et puis tu as des termes comme ça qui tombent. C'est presque une obligation pour un éditeur de publier ce genre de recueil. Combien souvent des ventes confidentielles, il faut le dire, c'est assez rare qu'un recueil d'histoires courtes soit un succès commercial. C'est un plaisir pour vous, c'est histoire de remercier aussi les lecteurs les plus fidèles. C'est une envie aussi de présenter quelque chose de complet sur un artiste. C'est un peu tout ça. C'est un plaisir pour nous avant tout, parce qu'on est fan de l'autrice, donc on a envie de partager ça avec les lecteurs. C'est vrai que le format recueil d'histoires courtes est compliqué. Particulièrement, je dirais, en France, j'ai l'impression que c'est pas le cas de la même manière dans les pays anglo-saxons, où ils sont habitués aussi aux formes, les recueils de nouvelles, les récits courts. Oui, et après, là, il y avait les thématiques abordées, où on s'est dit, ouais, non, décidément, c'est vraiment une autrice importante qui y va, donc faut le montrer. Et après, on a aussi effectivement un Kowloon Generic Romance qui est toujours en cours de publication, mais avec un rythme assez espacé entre 2 tomes. Donc on s'est dit, pour essayer de faire aussi patienter les lecteurs, l'occasion de leur montrer une autre facette de son travail ou des travaux plus anciens. Et voilà pourquoi on s'est positionné là-dessus. Mais c'est pas une obligation pour un éditeur de publier ces recueils d'histoires courtes, sachant qu'en plus, effectivement, comme tu le rappelais, c'est souvent assez confidentiel en termes de vente. Il y a les fans hardcore qui vont dessus. Et après, on a un peu plus de mal à élargir le spectre du public, mais parce que c'est aussi le temps d'un one-shot. Donc, c'est un livre qui va être présent une semaine sur les tables de nouveautés chez les libraires, et après, il va se retrouver dans les étagères, et c'est plus compliqué de le remettre en avant et d'en reparler. Mais c'est des choses qu'on soupçonne pas forcément dans le travail d'éditeur, cette conception du planning éditorial, de faire patienter les lecteurs, de trouver comment essayer de tenir, de remettre en avant les séries, les auteurs, les artistes. Oui, c'est une des problématiques auxquelles font face tous les éditeurs, c'est qu'on a beaucoup de séries, il y a les lancements, mais une fois que les séries sont lancées, faut pas s'arrêter là, faut continuer de les faire vivre, et en fonction du rythme de publication au Japon ou de l'actualité, c'est plus ou moins facile de reparler d'une série et de les remettre en avant. Faut refaire une anthologie, faut aller récupérer encore des chapitres qui n'ont jamais été édités chez nous. Oui, mais il y a des histoires dont elle ne veut plus entendre parler, apparemment. Oh, je n'étais pas au courant, c'est intéressant. Je vous propose de partir dans un autre aparté dans cette émission, pour cette fois parler de ce lieu qu'est Kowloon, un lieu étrange, passé et mythique à la fois.
Située à Hong Kong, la citadelle de Kowloon n'est pas un château médiéval ni une forteresse historique, c'est un édifice urbain unique en son genre qui dénotait clairement dans le paysage. Il faut même voir des photos pour le croire. Imaginez une sorte d'amalgame presque cubique et chaotique de bâtiments, une fourmilière verticale de béton formée par une urbanisation anarchique au point de devenir un véritable labyrinthe de passages étroits, d'escaliers tortueux et de câbles électriques enchevêtrés. L'histoire de Kowloon est tout aussi intrigante que sa structure. À l'origine, cette ancienne ville chinoise s'est retrouvée isolée dans le territoire anglais lors de l'extension des nouveaux territoires autour de Hong Kong en 1898. Puis, lors de la guerre sino-japonaise, les remparts d'antan ont été abattus, si bien que cette enclave de plus en plus malmenée devient un haut lieu du trafic de drogue dès les années 50, puisque les autorités britanniques, qui administraient Hong Kong à l'époque, n'avaient aucunement le droit d'entrer dans Kowloon. Jusqu'au milieu des années 70, elle devient alors la cité des ténèbres où dentistes sans licence et triades se mélangent dans des rues où presque tout est possible. C'est aussi à partir de cette époque que la population se multiplie de manière exponentielle, transformant ce complexe en une ville verticale autonome. En 20 ans, on passe de 10 000 à 50 000 habitants. Kowloon devient alors le lieu à la plus forte densité d'habitants au monde. Les résidents ajoutent des étages supplémentaires, construisent des passerelles entre les bâtiments et c'est ainsi que se forme un réseau architectural presque organique. C'est comme si la citadelle avait développé une vie propre, une créature urbaine née du besoin pressant de logement dans une ville en pleine expansion. Cette singularité a évidemment captivé l'imagination des artistes du monde entier, au même titre que Jun Mayuzuki. On la retrouve par exemple dans Ghost in the Shell, où elle inspire la ville de Newport City, dans des jeux vidéo comme Deus Ex, ou dans le film d'arts martiaux Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, et même dans Crime Story avec Jackie Chan, car ils ont tourné une partie du long métrage dans la citadelle abandonnée peu avant sa destruction complète. Car oui, malheureusement, la citadelle de Kowloon n'est plus. Elle a été démolie au début des années 90, cédant la place au parc de la citadelle qui garde encore quelques vestiges de l'époque. De nombreux documentaires existent aujourd'hui et son héritage perdure à travers ses films et ses récits. La citadelle de Kowloon reste un témoignage captivant de la capacité humaine à s'adapter et à créer quelque chose d'extraordinaire, même dans les conditions les plus difficiles. Et maintenant, je vous laisse imaginer dans quelle mesure il est cocasse d'imaginer une agence immobilière à Kowloon, comme dans Kowloon Generic Romance. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce lieu si particulier, je vous propose de revenir plus largement sur Kowloon Generic Romance et surtout d'abattre les murs du spoil. Voilà, à partir de maintenant, si vous ne souhaitez pas connaître certaines clés de l'intrigue passée le tome 1, je vous propose de d'abord lire le manga et d'écouter la fin de cette émission ensuite. Voilà, sinon vous êtes spoilé et ça c'est pas grave, ça va vous encourager à lire encore plus. Donc la boucle d'oreille, c'était un vrai problème. Tu l'as dit dans le plat. Mais justement, quels sont les points marquants du déroulement de l'histoire qui vous ont vraiment interpellé ? Je crois que j'ai eu un premier choc. Ça m'a vraiment bousculé physiquement. Le moment où le héros, alors son nom m'échappe là tout de suite, j'ai Reiko, qui à un moment va faire une révélation à Reiko. Car Reiko est pleine de questionnements, elle ne comprend pas. Je suis Reiko B, je suis Reiko A, qui suis-je réellement ? Je ne comprends pas. Et en fait, quand il va lui dire, comme ça, mais d'un coup, en se retournant, mais comme s'il y avait eu un éclair au même moment, c'est moi qui l'ai tué. Tu fais quoi, comment ? Et vraiment, et la page, elle s'est imprimée dans ma tête. Elle s'est imprimée dans ma tête parce que il va revenir sur ses propos juste derrière. Il va dire, et si je te disais ça, comment tu réagirais ? Tiens, attendez, je connais cette technique. Je l'ai déjà vue partout. Mais le moment où il lui révèle cette information avec ce visage extrêmement sérieux et particulièrement effrayant et inquiétant, oh là là, même moi j'étais plus en mode non, je veux plus qu'ils soient ensemble, c'est fini. Ça me fait peur. Bravo Jun Mayuzuki. Donc ça a été un moment, ça m'a beaucoup ébranlé personnellement. Moi je sais pas, enfin c'est difficile de choisir. Plein, Il y a plein de et moi je suis incapable de choisir souvent. Enfin, personnellement, il y a une séquence qui m'avait un peu interloquée. On avait parlé quand on avait évoqué les 2 premiers tomes. Et c'est le moment où elle repeint l'appartement et elle littéralement crève de chaleur. Enfin, elle est complètement suffoquée par la moiteur de cet appartement. Et je trouve que c'était vraiment... c'est la limite entre les comment dire
la vulgarité et une représentation, on va dire, réaliste de la sexualité ou du corps, tout simplement, était vraiment très, très mince, en fait. Et pour moi, qui était resté, je pense, sur mes souvenirs de Après la pluie et de quelque chose d'effectivement beaucoup plus aérien et beaucoup plus éthéré, là, j'ai fait, ah ouais, le réalisme, il y avait quelque chose qui prenait vraiment corps, quoi. Voilà, il y avait cette corporalité qui me gênait au début. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans l'ensemble de la série de Kowloon, c'est vraiment cette façon donc de travailler la nostalgie. Et pas n'importe quelle nostalgie, c'est vraiment le setsunai, comme on dit en japonais, donc vraiment le mélange de tristesse et de langueur qu'on a pour quelque chose qui est terminé, qui ne reviendra pas et qui est parfois difficile à traduire. Et la science-fiction. Enfin, je veux dire, quelle idée de génie d'avoir dit, mais le futur peut peut-être ne jamais arriver et apporter des regrets ou peut-être autre chose encore. Enfin, je sais pas. Et je trouve que cette façon d'aborder cette thématique de ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, est super intelligente. Et encore une fois, finalement, plus on avance dans l'histoire et plus Kowloon ressemble à une espèce de palais des glaces monstrueux, parce que tous les miroirs renvoient à des images de soi-même mais qu'on ne connaît pas. Enfin, finalement, c'est ce que on se dit du tome 5. Quand tu dis ça, ça me pense à la fin du tome 5, quand on voit en tant que lecteur pour la première fois Kowloon de l'extérieur. On fait « Ah oui, c'est un cube !» J'ai déjà vu des films d'horreur comme ça. Donc tout semble concorder dans cette direction. Oui. Mais quand tu prends des photos de Kowloon, oui, tu dirais vraiment un cube. Hein. Oui, mais si on est comme moi et qu'on s'est jamais renseigné avant sur l'existence réelle de ce lieu, je peux t'assurer que j'ai eu froid dans le dos en fait en voyant ce cube dans le manga. Tu voulais revenir sur un truc que tu as dit, Julie, ces scènes sensuelles. On en retrouve aussi une par exemple dans le tome 7 où on la voit prendre une douche parfaitement représentée. On n'est pas de dos, on est vraiment de profil. Il y en a quelques-unes comme ça. C'est pas gratuit. Il y a quelle est la démarche derrière? Elle fait pas juste ça en disant hey, moi j'aime bien dessiner mon héroïne à poil. Elle a autre chose derrière qu'elle essaye de transmettre d'une manière ou d'une autre au lecteur. Moi, je rapproche ça de ce que je disais tout à l'heure, de l'héritage de cette génération de dessinatrices qui ont fait leur une certaine forme de féminisme, enfin de mettre en avant la réalité féminine. Le corps de la femme. Ouais, que ça soit son corps, son et la sexualité féminine. Et la sexualité, effectivement. Et moi, c'est ça, dans l'anthologie et dans Kowloon, le choc, c'était de voir à quel point elle maîtrisait les sujets, on va dire, pour un public plus adulte. On est oublié les sentiments, tout ça, c'est important, mais il y a aussi tout ce qui est lié vraiment au rapprochement physique et à l'empirisme tout court, quoi, de qu'est-ce qu'on ressent à travers son corps. Mais justement, il y a des choses qui m'avaient étonnée dès le premier tome, où je me suis dit, personne n'a crié sur les réseaux sociaux encore. C'est bizarre, parce que on parle énormément, en tout cas pour les gens qui s'intéressent un peu au boys love, de la question du consentement, puisque c'est, je pense, une des thématiques dans lesquelles on ne trouve le moins encore aujourd'hui. Oui. Et le consentement, du coup, c'est quelque chose qui aussi appartient au-delà du fantasme à la réalité. Et dans la réalité, le consentement, c'est quelque chose qui se développe énormément. On essaye de le faire comprendre à un maximum de monde pour soi et pour les autres. Et du coup, quand j'ai lu Kowloon et que j'ai tous ces questionnements, tu vois, c'était questions dans la tête, je regarde le truc, je vois un baiser, mais magnifique. Alors je suis enchantée, j'adore ça, les baisers dans les mangas. Mais il y avait un problème de consentement. Mais du coup, en fait, quand même, pourquoi est-ce que ça passe quand même? C'est parce que, en fait, ils vont se retrouver aussi après très rapidement sur une espèce de pied d'égalité. Et en fait, il n'y a pas un qui a l'ascendant sur l'autre. Il n'y a pas une espèce de domination toxique de l'un sur l'autre. Il y a une espèce il y a des non-dits. Il y a beaucoup de non-dits, en tout cas au début de leur relation. Ouais, mais alors, c'est vrai que donc c'est Kudo. Hajime Kudo, c'est ça. C'est Kudo. Et en fait, Kondo, il y a des trucs. Je trouve qu'il est quand même, comme tu dis, au départ, on est un peu effrayé parce qu'il a un côté manipulateur. Il est lancé beaucoup plus qu'elle. Voilà, il en sait plus sur elle-même. Ouais, que elle-même. Et c'est vrai que moi, c'est plutôt à l'inverse. Je me suis dit, c'est étonnant que Kujirai ne soit pas plus effrayée, en fait. Et que malgré tout ça, elle ne résiste pas à ses sentiments et qu'elle va aller vers lui tout en ayant conscience que, oui, il est beaucoup plus au fait qu'elle.
Moi, ça c'est justement ce qui m'a vachement rassurée, parce qu'en fait, en général, j'essaye de bien prendre en considération justement les sentiments des protagonistes par rapport à ce que l'auteur nous dévoile de ce qu'ils ressentent. Et effectivement, le fait que Kujilai, donc Reiko, ne soit pas particulièrement outré, trop gêné ou un coup de pied entre les jambes, en vrai, hein, c'est possible aussi ça. Eh bien, et pas du tout. En fait, je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose, parce que connaissant le travail justement de Jun Mayuzuki, je la verrais quand même assez mal. J'ai lu l'anthologie avant quand même, tu vois. Je me dis mais non, c'est pas possible. Je la verrais assez mal laisser passer des choses comme ça sans qu'il y ait des vraies raisons derrière. Et les vraies raisons, enfin, au final, elles arrivent au bout d'un moment. Et puis elle a une façon de le faire qui fait que personne n'a envie de crier sur les réseaux sociaux au final, puisque ce n'est pas arrivé. Enfin, Timothée, on te remonte peut-être ce genre de choses. J'ai rien vu du tout. J'ai rien vu non plus. Et c'est parce que elle a peut-être aussi une façon de le faire. Peut-être qu'elle a un certain type de lectorat aussi. Ouais, peut-être aussi. C'est une suggestion. Moi, je pense vraiment que sur cet instant-là, c'est vraiment le fait que Kujilai d'ailleurs, ait cette réaction-là, qu'elle réagisse comme ça. Parce que même que tu disais qu'effectivement, il en savait beaucoup plus sur elle qu'elle-même. Alors, je vois le côté qui peut être très problématique, parce que justement, il peut éventuellement tenter de complètement la fermer de tout parce qu'il sait tout, tu vois. Ouais. Mais au final, je trouve qu'il le fait pas. Il a un côté très paternel aussi, parce qu'il essaye de faire des trucs pour elle, mais en même temps il dit non, je veux pas aller au resto avec toi. Enfin, il est là, il essaye d'être présent, puis après il repart en mode non, je vais pas m'imposer. C'est un peu toxique ça, non? Alors, en soi, je trouve ça un peu toxique au début. Je trouvais ça un peu toxique au début, mais très vite, j'ai réussi à passer outre. Il y a une planche dans le tome 8 quand même qui est... Ah bah voilà. Voilà. Alors, elle sait des choses qu'on ne sait pas. Dis-moi. Au tome d'avant, au tome 7 en revanche, on comprend enfin le titre du manga. Oui. Ou pas? Kowloon Generic encore, Romance. Alors, est-ce que Reiko est donc un être générique? Est-ce que tout porte à le croire? Comment vous avez lu? C'est pas ce que tu es qui te définit, mais toutes les expériences de ta vie. Ce qui a déjà été un peu évoqué justement dans le manga avec la jeune fille, alors, j'ai plus son nom non plus, mais celle qui est blonde et qui en fait Yomei. Vous avez cette machine à coudre, Miss Machine à coudre. Non, elle s'appelle Yomei. C'est littéralement la réplique, mais je l'avais déjà oublié. Car du coup, effectivement, Kudo n'arrête pas de l'appeler Miss Machine à coudre. Comment elle va aujourd'hui? Parce que effectivement, elle l'a rencontrée alors qu'elle était en train de coudre des peluches. Mais effectivement, c'est déjà un des sujets qui est abordé avec elle au tout début, quand elle explique que telle qu'on la voit aujourd'hui, en fait, elle a été intégralement refaite de la tête aux pieds avec de la chirurgie esthétique, parce qu'elle fuyait un passé qu'elle ne voulait plus. Et du coup, celle qui elle est aujourd'hui, telle qu'on la voit, c'est vraiment elle aussi. Et elle est authentique. Et c'est un faux authentique, comme elle disait dans le manga. Et je trouvais ça très intéressant, puisque du coup, ça résonnait avec ce qu'on découvrait au fur et à mesure sur Reiko. Donc pour moi, c'est totalement le sujet. Je me disais qu'il y avait quand même une obsession pour la vérité des êtres, quoi. Et c'est délicat, hein, parce que pour le coup, moi, je pense que j'ai pas du tout les mêmes interprétations que l'auteur. Je pense que on est tous toujours en train de changer. Je veux dire, le temps fait que il y a 2 secondes, je n'étais pas la même personne, mais personne ne s'en est rendu compte. Non, mais tout ça pour dire, je trouve que elle est très sensible à ce sujet de la nostalgie, des choses qui sont passées, qui ne reviennent pas. Enfin, j'ai lu dans certaines interviews qu'elle a commencé à s'intéresser à Kowloon quand elle avait 10 ans, 11 ans. Ah oui. Donc c'est une obsession très ancienne, je pense, pour elle, et que ça a vraiment forgé quelque chose dans son regard d'artiste. Donc je pense qu'il y a vraiment une espèce d'angoisse de qu'est-ce qui va rester de nous, de la personne que l'on est, une fois que certaines choses ne sont plus. Et pour ma part, moi, quand ce genre de personne a ce genre de pensée, j'ai juste envie de lui dire tout va bien se passer. Timothée. Elle est, je crois, enfin, j'en sais rien. Si on est sur ce questionnement qu'on a tous à un moment ou à un autre, qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et voilà, elle amène cette réponse. Ce qu'on aime, quelque part, ça nous définit. Et où les personnes qu'on aime aussi nous définissent. Et il y avait déjà aussi un peu ça dans Après la pluie, avec cette jeune héroïne qui
qui avait une passion pour l'athlétisme et qu'elle est obligée de mettre sur le côté, et ses interrogations par rapport à ses copines qui lui demandent mais toi c'est quoi ton type d'homme, et la description qu'elle fait c'est pas du tout ce à quoi s'attendent les autres. Enfin, et pourtant voilà, c'est ce qu'elle est, et elle est tombée amoureuse de ce gérant de restaurant familial, 45 ans, divorcé alors qu'elle en a 18. Qu'importe, voilà, c'est ce qu'elle est. Et je retrouve ça dans les interrogations de l'héroïne dans Kowloon, qui, alors qu'on lui dit mais t'es qu'une copie, en gros, c'est ce qu'on lui dit, t'es la feuille de calque. C'est violent. Merde. Et mais non, petit à petit, et dans ses interactions avec les autres, elle va, mais non, c'est pas vrai, vous me racontez des conneries. Je suis ce que je suis. Enfin, et même s'il y a une base qui n'est peut-être pas moi, et encore, on n'en sait rien. Je suis Reiko B. Car on le voit justement, dans son appartement, en l'occurrence, justement, elle apporte des différences par rapport à Reiko A. Genre le poisson rouge qui va être un des éléments, la peluche. Mais je m'attends encore à être surpris par une autre révélation. Ah. En tout cas, je suis la copie originelle, bonjour. C'est ça, je ne me dis pas que cette information est définitive et qu'elle peut encore nous surprendre. L'histoire du grain de beauté, ça titille le lecteur, hein, quand tu vois cette histoire. Comment ça, les clones n'ont pas de... Quoi Comment ? Il y a plein de petits trucs comme ça. Pour finir cette émission, je vous propose un exercice. C'est de classer Kowloon Generic Romance. Parce que est-ce qu'on doit classer les mangas ? C'est ce qu'on doit tenter de mettre ce manga dans une case, les mettre en général les mangas dans des cases. C'est toujours une question importante parce que pour tous les lecteurs, c'est pas très important. Il y a une grande partie qui profite de la lecture, c'est déjà bien suffisant. Mais pour les professionnels du livre qui doivent ranger dans des bibliothèques, classer, conseiller, suggérer ce titre, puis en plus ce genre de discussion, ça soulève souvent des points d'analyse intéressants. Donc qu'est-ce que c'est Kowloon Generic Romance ? Est-ce que c'est une comédie romantique, une romance de science-fiction, une biographie fictive d'un être fictif, générique ? Moi, je pense que la romance de science-fiction, pardon, c'est pas mal. C'est ce qui, je pense, est le plus générique pour définir cette histoire. Après, vous faites cet exercice dans l'équipe de devoir mettre une case, essayer de le ranger pour ensuite, parce que vous avez des gens qui vont présenter le manga au libraire et ainsi de suite. Voilà, donc on essaye, parce qu'il y a des moments dans la chaîne du livre, parce qu'on ne présente pas directement nos titres aux lecteurs. Il y a des libraires, il y a des représentants, il y a une diffusion, et donc voilà, on essaye de donner des référents pour essayer d'aider à ce que le message passe le plus rapidement, parce que... Et vous avez usure de débat. Est-ce que c'est une comédie romantique ? Comédie peut-être pas tant. Mais si, est-ce qu'on s'amuse quand même ? Ça reste léger. C'est un slice of life à Kowloon. Hein. Comment était le slice of life à Kowloon ? On était sur romance dystopique. C'est très joli. On n'est pas loin de la romance de science-fiction. Oui. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est une dystopie. Vous voyez aussi une certaine poésie, parce qu'avec la poésie on aurait une case de rangement, c'est un titre comme Mushishi par exemple aussi, c'est-à-dire la case Yashikei manga qui n'existe pas trop en France, mais voilà, un manga qui soigne l'âme, un manga qui permet d'aller mieux. Vous allez mieux après avoir lu ? Le Yashikei, je sais pas si ça va aller mieux en fait parce que il y a quand même des zones d'ombre et c'est un peu la maison de grand-mère et derrière la porte il y a des choses qui font peur. Je trouve que elle joue bien sur ces attentes qui peuvent être déçues ou qui peuvent être encore plus fortes que ce que tu t'attendais à découvrir. C'est vrai que c'est poétique. Enfin, ça, c'est indéniable. Je pense que j'aime le fait qu'effectivement, elle cherche le temps suspendu. Enfin, parce que je pense que c'est ça. Il y a une espèce d'angoisse de voir les choses disparaître, de voir qu'on vieillit
un peu comme Masami Kondo, mais que notre passion et notre jeunesse s'évaporent petit à petit dans le temps qui passe. Mais là où elle est très forte, c'est que moi, je n'aimerais pas être à vos places pour donner les référentiels et tout, parce que c'est quelque part le manga actuel. On fait fi un peu de ça, table rase, on mélange les ingrédients qui vont bien ensemble pour donner des histoires incroyables et qu'on n'a jamais encore lues, quoi. Nous, on avait, en référent, mais qui venait pas du manga, on avait pensé à In the Mood for Love. Ah ouais, complètement. C'est, je pense... Voilà. Mais il n'y avait pas le côté ouais, SF. c'est ça. Ah, mais après, il a fait une espèce de suite où il y avait une pointe de SF dans son titre. Mais voir le film, lire le manga, ça va très bien ensemble. Ah, la musique. Tu mets la musique pour lire le kawaii, là, et waouh. Et puis les tenues. Ah oui. Ouais. Ce petit côté effectivement très, très chinois, partout, tout le temps. Des paysans intéressants quand on sait que les protagonistes sont japonais. C'est toujours un peu particulier de se dire ils sont japonais et en fait tout est chinois autour, taïwanais. Kowloon a été sous influence japonaise pendant longtemps. Ça explique beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a quand même carrément une agence immobilière à l'intérieur tenue par des japonais. Même si ça c'est fictif potentiellement. Voilà. Mais c'est un décalage qui m'a toujours amusé. Mais comme toute la dystopie est peut-être un peu réelle, mais la science-fiction, je crois qu'elle est très science-fictionnelle. Est-ce qu'elle ne nous met pas en garde en parlant de nostalgie par rapport à la mélancolie, qui est peut-être plus triste, plus dur à digérer, à faire avec, alors que la nostalgie, finalement, comme Kondo dans Après la pluie, il se souvient de ces années où il était au lycée, tout ça, mais bon, voilà, non, je suis passé à autre chose. La mélancolie qui a un goût de fumée et de pastèque. Pour terminer cette émission, Timothée, j'ai une dernière question. L'autrice a été nommée pour énormément de prix au Japon, les plus prestigieux des prix, mais à chaque fois elle fait 3e, 2e, 5e. Ça vous dit quoi? C'est une chance pour nous, on va pouvoir aussi dire en France, regardez, les critiques sont aussi excellentes au Japon, ou vous dites c'est dommage, il manquait un petit quelque chose. C'est toujours dommage de pas pouvoir rajouter grand gagnante de tel prix. Après, par contre, ça confirme tout le talent de l'autrice, parce que ils sont quand même extrêmement nombreux à être en compétition, donc réussir à se glisser à chaque fois dans le haut du classement. Et depuis le début, depuis Après la pluie, elle était déjà dans les listings des meilleurs mangas nommés de ces différents prix, quoi. Donc voilà, on croise les doigts pour qu'il y en ait un bientôt. Et en France. Misons aussi sur la France. C'est vrai qu'il y en a aussi. Il y a les Daruma Awards qui ont lieu en général donc à Japan Expo. Et il y a d'autres prix. Après, il y a des prix. Mais elle en a eu un, Daruma. Elle a eu, oui, elle avait eu. C'est lequel qu'elle a eu de Daruma? Meilleure romance, je crois. Mais ça doit être ça. C'est ça. Oui, c'est ça. c'est ça. C'était ça. Du coup, on est obligé de mettre le tag romance dessus. Voilà, il n'y a plus d'autres possibilités. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Si vous avez un dernier mot sur Jun Mayuzuki, c'est le moment ou jamais. Lisez-le. Lisez Jun Mayuzuki, tout. Mais je dirais la même chose, il faut se lancer dans cette découverte parce que c'est des belles rencontres, c'est des beaux moments et c'est avec beaucoup de douceur. Merci Caroline, on te retrouve donc dans le Cri du Mochi notamment et donc ta chaîne Twitch qui s'appelle... Caroline Segara, je l'ai renommée comme ça, tout le monde sait que c'est moi. Voilà. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de doute possible. Julie, on se retrouve aussi sur le podcast La 5e de couve. Avec grand plaisir. Et un grand merci Timothée qu'on retrouve dans tous les mangas Kana qui sortent tout le temps. Merci beaucoup. Merci Timothée. Et pour retrouver les œuvres de Jun Mayuzuki, c'est en librairie ou en médiathèque que ça se passe. Après la pluie s'étale sur 10 volumes, tandis que Kowloon Generic Romance en est à son 9e tome publié en septembre dernier en Europe francophone. Ne manquez pas non plus Jun Mayuzuki Anthologie 2007-2017, disponible lui aussi absolument partout et surtout si l'un de vos mangas Kana n'est pas en magasin, il est assurément possible de le commander auprès de votre libraire. Donc, merci pour votre écoute et n'oubliez pas un commentaire, une note, une petite étoile, c'est toujours encourageant et n'oubliez pas aussi de vous abonner à l'émission. Merci et salut.